On s'est tous déjà retrouvés face à une personne en détresse, que ce soit un proche, un collègue ou même un parfait inconnu. Et dans ces moments-là, c'est vrai, on se sent souvent un peu démuni. Pourtant, savoir comment réagir, ça peut vraiment faire toute la différence. C'est justement ce qu'on va décortiquer ensemble aujourd'hui. Alors, voilà la question de départ, qui paraît simple, mais qui est loin de l'être. Quand quelqu'un de notre entourage est en détresse, on fait quoi? Cette analyse va nous donner des clés, une sorte de feuille de route, pour apporter un soutien qui soit à la fois rapide et surtout vraiment utile. Voici notre plan de match, en 5 étapes. D'abord, on va poser les bases. C'est quoi, au juste, un événement traumatique? Ensuite, on verra la différence cruciale entre le stress aigu et ce qu'on appelle le TSPT. Troisième point, on passe à l'action concrète. Quatrièmement, le pouvoir des mots, ceux qui aident et ceux qui peuvent faire mal sans le vouloir. Et enfin, on parlera du marathon, pas du sprint, le soutien sur le long terme. Allez, on plonge dans le vif du sujet avec la première partie. Parce que c'est logique, pour bien aider, il faut d'abord bien comprendre de quoi on parle. C'est quoi un événement traumatique? Alors voilà la définition officielle, c'est une expérience de détresse vraiment intense qui met en danger la vie ou le bien-être d'une personne. Mais, et c'est vraiment le point le plus important, l'impact varie énormément d'un individu à l'autre. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réaction. Et des événements comme ça, il y en a de toutes sortes. Ça peut être de la violence interpersonnelle, comme une agression ou de la violence au sein de la famille. Ça peut être des accidents, de la route ou au travail. Bien sûr, il y a les grands événements collectifs, comme les guerres ou les catastrophes naturelles. Et puis, il y a quelque chose de plus subtil, des souvenirs d'événements passés qui ressurgissent d'un coup. Et attention, c'est un point qu'on oublie souvent, pas besoin d'être la victime directe pour être traumatisé. Le simple fait d'être témoin, ou que ça arrive à quelqu'un qu'on aime, ça peut être tout aussi dévastateur. Pareil pour la surexposition aux détails, que ce soit à travers les médias ou dans le cadre de son boulot. On enchaîne avec notre deuxième partie. Là, on va faire une distinction super importante, celle entre le stress aigu et le trouble de stress post-traumatique, le fameux TSPT. C'est essentiel pour comprendre comment les choses évoluent. Juste après un choc, c'est tout à fait normal de se sentir complètement chamboulé. L'anxiété, mal dormir, être triste, en colère, tout ça, ce sont des réactions hyper courantes. En général, ça s'estompe au bout de quelques semaines. C'est une réponse en fait tout à fait saine du corps et de l'esprit. Alors c'est quoi la différence au juste? Eh bien c'est une simple question de temps. Quand les symptômes débarquent juste après l'événement et durent quelques jours, quelques semaines, on parle de stress aigu. Mais si ces mêmes symptômes s'accrochent et durent plus d'un mois, là on entre potentiellement dans le champ du TSPT. Mais attention, un stress aigu ne devient pas forcément un TSPT, et heureusement. Bon, la théorie c'est bien, mais maintenant on fait quoi? On passe à la pratique. Troisième partie, les gestes concrets, ce qu'il faut faire sur le moment, dans le feu de l'action. La règle numéro 1, c'est la sécurité de tout le monde. Avant même de foncer, on prend une seconde pour évaluer la situation. Est-ce qu'il y a encore un danger? Si c'est le cas ou si quelqu'un est blessé, le premier réflexe, c'est bien sûr d'appeler les secours. Ensuite, l'objectif, c'est de créer une bulle de calme et de sécurité. Et enfin, juste expliquer simplement ce qui se passe, ça peut aider la personne à reprendre un peu pied. Et là, attention, c'est un point absolument fondamental. L'honnêteté. Il faut à tout prix éviter les promesses qu'on ne peut pas tenir. Le fameux « tout va bien se passer », personne n'en sait rien. C'est beaucoup plus aidant d'être sincère, même si ça veut dire admettre qu'on n'a pas de solution magique. La confiance se construit là-dessus. On arrive maintenant au cœur du réacteur. C'est souvent le plus difficile, les mots. Qu'est-ce qu'on peut dire qui va apaiser? Et qu'est-ce qui, même avec les meilleures intentions, risque de blesser? C'est notre 4e chapitre. Parfois, le plus simple, le plus efficace. Une question toute bête comme « Qu'est-ce que je peux faire pour aider ?» C'est incroyablement puissant. Pourquoi? Parce que ça ne présuppose rien. Ça ne force personne à quoi que ce soit. Ça redonne un peu de contrôle à la personne et ça montre qu'on est là pour écouter, d'abord et avant tout. Alors, concrètement, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, tout tourne autour d'un grand principe. Écouter et valider. Ça veut dire écouter sans juger, évidemment, c'est la base de tout. Ensuite, c'est rassurer la personne en lui disant que ses réactions sont normales, qu'elles sont compréhensibles. C'est valider ce qu'elle ressent, peu importe l'émotion. Et lui faire comprendre que c'est OK de pleurer, d'être en colère, c'est OK d'exprimer. Et à l'inverse, il y a les phrases à bannir, celles qui, même si elles partent d'un bon sentiment, sont maladroites. Le fameux « ça aurait pu être pire », à éviter absolument, ça minimise la douleur. Forcer quelqu'un à parler, c'est non. Dire de passer à autre chose, c'est nier sa souffrance. Et puis la comparaison, un tel a vécu pire, ça n'aide jamais personne. Cette phrase, elle est vraiment éclairante. Elle nous dit quoi en gros? Que pendant l'événement, les réactions sont des réflexes de survie. Ce n'est pas un choix conscient, c'est instinctif. C'est pour ça qu'il ne faut jamais blâmer quelqu'un pour la manière dont il ou elle a réagi sur le moment. On arrive à notre dernière étape qui est tout aussi cruciale. Le soutien, ce n'est pas juste une question de quelques heures ou de quelques jours. C'est un accompagnement sur la durée. Là, on aborde un sujet particulièrement délicat. Si une personne se confie et révèle avoir été victime d'abus,
le premier rôle, le plus important de tous, c'est d'écouter et de croire. Le simple fait d'offrir une oreille qui ne juge pas et qui ne remet pas en doute sa parole, c'est déjà un acte de soutien immense. Alors concrètement, on fait comment? Voici une sorte de guide. 1. On écoute sans juger. 2. On remercie la personne pour sa confiance. C'est énorme ce qu'elle vient de faire. 3. On l'encourage doucement à se tourner vers des professionnels, des gens formés pour ça. Et 4. On l'aide à réfléchir aux prochaines étapes pour garantir sa sécurité. Il faut aussi comprendre que le chemin de la guérison, ce n'est pas une ligne droite. C'est plutôt des montagnes russes, avec des hauts et des bas. Et il y a des déclencheurs partout. Une date anniversaire, un reportage à la télé, une odeur qui peuvent tout faire remonter. Être au courant de ça, ça permet d'être là quand la personne en a le plus besoin. On termine sur une note très positive et qui est vraiment le message de fond de ce guide. Devenir un secouriste en santé mentale, ce n'est pas réservé aux psys ou aux médecins. Tout le monde peut apprendre ces gestes. C'est une compétence humaine, une compétence citoyenne. Alors, si on devait tout résumer en une seule phrase, ce serait celle-ci. L'outil le plus puissant qu'on ait, ce n'est pas forcément ce qu'on dit, mais c'est notre présence. Une présence calme, attentive et surtout sans aucun jugement. C'est ça qui fait toute la différence. Et on va se quitter sur cette question pour y réfléchir un peu. Avec ces quelques clés en main, qui sommes-nous maintenant préparés à aider? La réponse pourrait bien changer une vie et peut-être même un peu la nôtre.